Le triangle de Karpman s'inscrit parfaitement dans l'analyse transactionnelle parce qu'il peut être vu soit comme un outil d'analyse des relations, d'analyse des transactions entre les gens, d'analyse des échanges, soit comme un outil de compréhension des jeux qui peuvent nous lier, soit comme un outil de quelque chose que nous verrons dans cet exposé, dans ce petit diaporama, qui est une variante des jeux que Karpman appelle un drame. Je vous propose de commencer par jeter un premier coup d'œil au triangle, puisque comme la plupart des outils de l'analyse transactionnelle, c'est un outil qui se comprend déjà d'une façon presque intuitive au départ. C'est donc un triangle équilatéral, officiellement, j'espère qu'il est là aussi, avec la victime qui en représente la pointe, et un triangle qui repose sur cette pointe, de façon, pour Karpman, à témoigner de l'instabilité du système quand nous sommes pris dans ce mécanisme de relation-là. À gauche, le persécuteur, qui n'est pas le bourreau, qui porte réellement ce nom-là, et le sauveur, qui n'est pas non plus sauveteur. Karpman insiste sur le fait d'avoir un nombre très limité de rôles pour éviter de se perdre, d'éviter de connoter d'une façon trop importante les rôles, même s'ils le sont forcément et nécessairement ici. L'autre chose qu'on peut remarquer assez rapidement, ce sont les positions de vie qui caractérisent les différents rôles. On a parlé des positions de vie. Si on comprend comment fonctionnent ces positions de vie, on peut très rapidement avoir une lecture de comment fonctionnent les rôles. Il y a deux rôles qui sont dans une position plus-moins. Ces deux rôles, ce sont les deux rôles qui sont au sommet, qui sont en haut sur le triangle. Le persécuteur, comme le sauveur, ont une position dans laquelle ils ont l'image positive d'eux-mêmes et une image négative d'eux-mêmes. On reviendra dans le détail, puisqu'il s'agit à la fois d'un négatif pur, mais aussi simplement de la puissance que chacun peut avoir sur sa vie, dans son évolution, sur le monde. Ce sont deux postures, le sauveur et le persécuteur, qui, eux, estiment avoir une capacité d'agir dans le monde, une capacité d'agir sur les autres, et qu'en revanche, les personnes qui les entourent en ont moins. De son côté, la victime, elle, est dans une position de vie, moins plus, dans laquelle elle ne se reconnaît pas de valeur et de capacité à intervenir sur le monde ou sur sa vie, mais où elle reconnaît de la valeur aux autres et où elle reconnaît leur puissance et leur capacité à intervenir sur le monde et sur leur vie. Il semble aussi important de rappeler, avant de rentrer vraiment dans l'outil, que les rôles de persécuteur, les rôles de sauveur et les rôles de victime sont des rôles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes, ce qui est une confusion qu'on observe parfois. Une personne n'est pas sauveur, persécuteur ou victime, elle occupe à un moment donné l'un de ces rôles. C'est important de faire cette distinction parce que, encore une fois, une personne peut jouer plusieurs rôles dans un jeu. Et d'ailleurs, pour Karpman, la plupart du temps, on joue effectivement plusieurs rôles quand on est dans le triangle. C'est-à-dire qu'on peut occuper à la fois à un moment du jeu un rôle de persécuteur et à un autre moment du même jeu, avec le même interlocuteur en face, jouer un rôle de victime. Donc ces rôles... Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous observez une nouvelle fois le triangle, vous verrez que chaque flèche est terminée, chaque trait est terminé d'une double flèche, montrant que chaque position peut finalement s'intervertir. Nous allons donc commencer par le rôle de persécuteur. Et sur ce rôle de persécuteur, la première chose que nous pouvons voir, c'est cette notion de croyance qui nous ramène aussi à ce que peuvent être les croyances dans la programmation neurolinguistique. C'est intéressant de voir que ces rôles, quand on est dans ce rôle, quand une personne est dans ce rôle, il adopte un certain nombre de croyances qui vont emmener son comportement et que, de fait, on peut travailler sur ces croyances pour amener un changement de comportement en se référant donc à
à la pyramide de Diels. Les croyances qui habitent le persécuteur, la personne le persécuteur, sont nécessairement en lien avec sa position de vie, ce qui apparaît aussi assez logique. Donc on a la position de vie qui amène un certain nombre de croyances, et c'est aussi intéressant de repérer l'importance de la position de vie dans les rôles qu'on est amené à occuper. Donc le persécuteur a une image positive de lui-même, une image positive de sa valeur, de sa dignité, et à l'inverse, à contrario, il a une perception négative, une perception dégradée de ce que peuvent valoir les autres et de ce qu'ils peuvent être amenés à être de leur valeur intrinsèque, de la valeur de leur vie, ce qui amène l'analyse transactionnelle à dire que le persécuteur méconnaît la dignité des autres, méconnaît la qualité de leur vie, méconnaît la valeur de la vie humaine, et on peut ici aussi se référer à la notion de degré qu'on a dans les jeux. Un persécuteur au premier degré aura un comportement de persécuteur acceptable socialement, acceptable dans l'environnement dans lequel il vit, dont il pourra parler, qui ne lui portera pas préjudice. Au deuxième degré, le rôle de persécuteur sera gênant dans sa vie, sera gênant dans son environnement, lui apportera une image négative. Et au troisième degré, on pourra retrouver des rôles de persécuteurs maladifs jusqu'aux bouddhistes qui ont réellement aucune notion de la valeur de la vie de l'autre, et avec tous les problèmes qu'on peut imaginer que ça pose, on peut penser aux dictateurs, on peut penser à d'autres personnes qui pourraient occuper à certains moments ce rôle de persécuteur et donc se retrouver en position de nier la valeur de l'autre. Typiquement, ça donnerait quelque chose du fait, un petit peu une position de ce type-là, au troisième degré. Les autres ne valent rien et il est bien normal que je les dirige. Ils ne savent pas où ils vont, et de toute façon, il y en a plein des comme eux, et il n'y en a qu'un seul des comme moi. Et comme il n'y en a qu'un seul des comme moi, eh bien, il est légitime que juge de ceux qui sont aussi banals, aussi nombreux, aussi communs, parce que moi, j'ai une valeur supérieure. Et voilà, avec cette façon de légitimer, en fait, le mal ou la pression qu'on va exercer sur les autres. Cette notion de croyance, dans les croyances, cette notion de virilité, elle est extrêmement importante. Parce qu'effectivement, il y a chez le persécuteur cette volonté d'exister, de s'imposer au monde, et il le fait de façon violente, il le fait de façon radicale, il le fait sans respect pour les autres. Et puis il y a aussi des notions de pouvoir, effectivement, qui sont très liées à la notion de persécuteur, qui permettent en fait au persécuteur de penser qu'il a le pouvoir de faire des choses aux autres, de faire ressentir des choses aux autres, de faire ressentir des choses négatives aux autres. De la même façon que le persécuteur peut avoir des croyances qui l'habitent quand il est dans ce rôle. Je refais ma phrase. Quand on est en position de persécuteur, on a des croyances et on a aussi des pensées qui nous habitent. J'en ai mis quelques exemples sur le PowerPoint, je vous en ai donné d'autres en jouant ce rôle de persécuteur il y a quelques secondes, mais véritablement en fait qui montrent la différence de perception qu'il y a entre les deux. Et puis ce qui est intéressant à noter, parce que c'est utile pour nous en tant que, en tant qu'être humain, c'est utile pour nous en tant que coach ou thérapeute, de noter que quand on est dans un rôle, on change de comportement et donc on change de posture. Et donc il peut y avoir des gestes, il peut y avoir des apparentes qui changent sur le visage de notre interlocuteur quand il occupe un rôle de persécuteur. Alors ça va s'entendre dans le ton de sa voix, sans doute une voix qui ne sera pas du tout une voix de type enfant si on s'en référait aux états du moi. On sera sans doute dans ce qu'on pourrait appeler voix de type parent et parent normatif, et donc un peu autoritaire, froide, peut-être méprisante si on est dans le parent flic, sec en tout cas. Le visage qui suivra le même mouvement, qui sera assez fermé, assez agressif, avec une tension musculaire éventuellement, des sourcils qui se sarquent et le visage qui se tend, quoi. Peut-être le menton relevé, les gestes qui seront brusques.
Il est important néanmoins d'être prudent sur cette analyse de la posture quand elle va avec les autres éléments. Je veux dire, il faut que la posture soit concordante avec un discours, un vocabulaire, une intention qu'on va reconnaître à travers finalement le vocabulaire et le ton qui est employé. Et il faut que si tout ça est congruent, on peut effectivement se dire que la personne est bien dans un rôle de persécuteur. Je mettrai juste légèrement en garde parce que il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la lecture de pensée. C'est-à-dire qu'un ton condescendant ou cassant n'est pas forcément le même pour vous que pour moi. Il n'est pas forcément dans ma carte du monde que dans la vôtre. Et vous pouvez avoir l'impression que mon ton est condescendant ou méprisant, alors qu'en fait, de mon opinion à moi, il ne l'est pas, ou qu'en écoutant une même personne, vous me diriez qu'il est méprisant, et moi je vous dirais qu'il ne l'est pas. Donc, ce sont des indications, la posture est les indications, la posture est indicative, elle permet de renforcer l'analyse, mais elle va en complément finalement, c'est un faisceau de preuves. Il faut voir tout ça comme un faisceau de preuves. Donc, questionner la personne, analyser, prendre en compte ce qu'elle dit réellement, comment, et se demander si effectivement elle occupe un rôle dans le triangle de Karpman, et dans ce cas-là seulement, se dire, d'accord, il semblerait qu'il soit dans un rôle de persécuteur. De la même manière, quand on est dans le rôle de sauveur, on a une position de vie, qui est donc une position de vie. Je suis quelqu'un de valeur qui peut agir sur le monde et sur les autres, et les autres, eux, ne le peuvent pas. Je peux venir en aide aux autres au nom de cette valeur, au nom de cette capacité de penser, au nom de cette intelligence, et les autres, eux, ne l'ayant pas, ont besoin de moi. Là aussi, quand on occupe une position de sauveur, on se retrouve à avoir des croyances qui sont des croyances qu'on va appeler des croyances liées finalement à cette position, à ce rôle. Ce qu'il faut noter, c'est que la principale confusion, la principale croyance erronée du sauveur tient au fait qu'il confond le fait de proposer de l'aide et le fait de l'imposer. Et il fait cette confusion parce qu'il pense qu'il a du pouvoir sur les autres. Intéressant là aussi de voir que c'est la même phrase que celle qu'on retrouve dans le rôle de persécuteur. Le persécuteur a du pouvoir sur les autres pour leur faire se sentir mal, pour les contraindre à lui obéir. Le sauveur pense avoir du pouvoir sur les autres pour leur permettre de se sentir bien. C'est un pouvoir presque magique qui lui permettrait d'intervenir sur les autres et de gérer leurs sentiments, de faire évoluer leurs sentiments. La véritable difficulté est qu'il nie finalement la capacité des autres, la responsabilité des autres dans ce qu'ils vivent et dans les solutions, dans la capacité à trouver des solutions. De la même façon, il va avoir des pensées, une phraseologie, une façon de s'exprimer qui va laisser apparaître cette position de vie où il s'estime plein de capacités, plein de pouvoir, plein de savoir, plein d'intelligence, et les autres non. On le voit avec ce sentiment d'être irremplaçable, que sans lui les choses ne pourraient pas fonctionner, que la faute ne doit pas être posée sur les personnes qui n'ont pas les mêmes capacités que lui, mais qu'en revanche, il a des solutions et que, en leur disant comment faire, il va réussir à leur permettre d'aller mieux. C'est là où on voit vraiment qu'il méconnaît la capacité de penser des autres et leur capacité d'agir. De la même façon, on a donc des pensées et des croyances, et quelqu'un qui a des pensées et des croyances va adopter régulièrement la posture qui convient. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience de ces changements de posture, de ces changements de voix, de ces changements de rythme, de ces changements, des changements de rôle. Ça nous permet à nous d'observer et de nous adapter, de savoir ce qui est en train de se passer devant nous. Le discours de la personne qui est dans un rôle de sauveur va être un discours dans lequel va apparaître la proposition d'aide, mais une certaine forme de condescendance aussi.
C'est-à-dire que il va dire euh, ouais, sur le rapport que tu es en train de faire, j'ai l'impression quand même que tu y mets du temps. Est-ce que tu as besoin que je vienne t'aider? Si tu veux, je peux le faire avec toi. On entend? Il y a des si tu veux, mais il y a néanmoins une proposition d'aide sur quelqu'un qui ne demande rien. Et donc il y a déjà, même si c'est encore, ça apparaît au niveau social comme étant une proposition, au niveau psychologique, il est bien possible que la phrase que je viens de prononcer n'en soit pas une et soit réellement aide. On peut voir d'ailleurs dans la phrase que j'ai faite au moment où je dis j'ai l'impression que c'est compliqué pour toi, que il est possible que dans cette phrase il y ait plusieurs rôles dans la même phrase. Sur toute une longue partie, je suis clairement dans cette phrase dans une position de sauveur. Dans toute une seconde partie, enfin dans cette petite partie-là, dans cette parenthèse, excusez-moi, je suis plutôt dans une position de persécuteur et c'est là on voit que les frontières entre les rôles sont parfois faibles. Le ton de la voix dans la position de sauveur va être celui d'une mère ou d'un père qui prendrait soin. Et de la même façon qu'on avait fait un lien avec le persécuteur sur les états du moi, on peut retrouver ici, dans le rôle de sauveur, une prédominance de l'état du moi. Le visage va plutôt être ouvert, sans doute souriant, en tout cas accueillant. Il est important de voir que le sauveur aime pas trop que ça ne fonctionne pas, ou qu'on ne l'écoute pas, ou on ne prête pas attention à ses propositions. Et c'est là où on pourra voir des petites tensions, des petits gestes d'agacement. Le sauveur va avoir des gestes plutôt démonstratifs pour expliquer où il veut que la personne aille pour le bien de cette personne, et parfois des gestes en miroir. Pour le rôle de victime, on retrouve effectivement ce lien avec une position de vie. La victime a une position de vie, la personne qui occupe un rôle de victime est dans une position de vie à ce moment-là, dans laquelle il a une image négative de sa propre personne, négative de sa capacité d'agir sur sa propre vie, et une perception positive des autres, les pensant capables, plus forts, plus beaux, plus puissants, plus capables que lui. Une nouvelle fois, la position de vie va amener un certain nombre de croyances, et dans les croyances qu'on peut retrouver, il y a véritablement cette idée que le seul pouvoir d'agir pour la victime sur sa situation est la plainte, qui lui permet non pas de transformer la situation, puisque pour lui, il n'est pas capable de le faire, mais au moins d'évacuer l'énergie négative liée à ce qu'il vit. Dans ce qui fonde ses croyances, il y a cette confusion entre le fait de se plaindre et le fait d'exprimer un besoin. Et la victime n'est pas forcément quelqu'un qui est très en lien avec ses besoins, puisque dans son discours, il utilisera une plainte générale plutôt que de déterminer ce qui lui manque en termes de besoins. C'est aussi quelqu'un qui va avoir le sentiment de manquer de ressources, de manquer de capacité, de ne pas être capable de. De nouveau, on y retrouve donc des pensées qui sont de l'ordre de la répétition. On retrouve beaucoup le quantifieur jamais ou toujours, les quantifieurs en fait qui sont des quantifieurs très marqués. Je n'y arrive jamais, c'est toujours comme ça, de toute façon je n'y peux rien et ça se produira encore. Il y a véritablement aussi cette impression qui ressort des pensées de la victime d'absence de solution. Elle va aussi beaucoup avoir des pensées autour de tout le monde me blâme, personne ne m'aime. Encore une fois, des quantifieurs très généraux, des choses très générales qui viennent l'empêcher de voir le monde autrement en fait. Et puis, toujours aussi, ou le plus souvent en tout cas, le fait que c'est pas sa faute et que personne ne le comprend vraiment. De posture, du coup, on retrouve toutes ces plaintes
Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais de la même façon que dans les autres rôles, on a forcément des répercussions physiques à ce qu'on pense et ce qu'on croit. De la même façon, la victime, la personne en position de victime, va avoir dans sa posture corporelle, dans son ton, dans sa voix, des témoignages de ce qu'il est en train de vivre et qui montrent finalement, qui montrent l'image négative qu'il peut avoir, donc le manque d'énergie, le corps, la gravité qui semble l'attirer. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des signes, mais vous voyez, à travers les exemples que je mets, je pense parfaitement ce qui peut se passer chez une victime, chez quelqu'un qui est en rôle de victime. Et c'est quelqu'un qui donc méconnaît sa propre valeur et sa propre dignité. Cette méconnaissance, de la même façon, elle peut avoir plusieurs degrés. On peut être au premier degré, et donc être dans un rôle de victime au premier degré, dans lequel ça n'aura que peu de conséquences. Les gens remarqueront qu'on est dans la plainte, mais sans pour autant que ça atteigne des degrés très forts, et donc que ça vienne impacter dans le milieu dans lequel on vit notre vie sociale. Ou du deuxième degré, dans auquel cas effectivement les gens commenceront peut-être avec nous, à un triangle de Karpman, à se positionner plus fréquemment dans le triangle de Karpman dans les rôles et positions complémentaires. Et au troisième degré, on arrivera sur des choses beaucoup plus dépressives, beaucoup plus compliquées pour la personne qui jouerait ou qui serait majoritairement dans ce rôle de victime. La position de vie de la victime, on l'a vu, la position de vie du rôle de victime, on l'a vu, c'est donc moins plus. Ça peut éventuellement moins, mais c'est quelqu'un qui aurait une image négative des autres et une image négative d'elle-même serait sans doute beaucoup plus en retrait et beaucoup moins en contact. Pour autant, ce serait une possibilité aussi. C'est intéressant aussi de voir cette difficulté qu'on peut avoir et que j'ai par moment dans cette petite vidéo à être rigoureux quand on parle de victimes, de persécuteurs et de sauveurs. On a une petite tendance à simplifier et à poser le rôle de victime, à parler de victime au lieu de parler de rôle de victime. Vous êtes de victime. Vous avez dû noter que je me reprends à chaque fois. Et si je me reprends à chaque fois, c'est aussi pour insister et montrer à quel point il est important de ne pas plaquer un rôle sur une personne, de ne pas attribuer un rôle sur une identité, de ne pas confondre rôle et identité. Et cette tendance, on l'a tous. J'aimerais juste, encore une fois, que vous y prêtiez attention, que vous vous repreniez vous aussi, si jamais vous devez utiliser cet outil, de façon à éviter d'être dans l'attribution d'un rôle sur une identité, et d'imposer un rôle à une personne que vous rencontrerez. On m'a demandé de faire des vidéos plus courtes, du coup je vais m'interrompre là et je ferai une autre vidéo pour montrer comment on joue au jeu dans le triangle de Karpman. Ce que je voulais vous dire avant de terminer cette vidéo, c'est que pour l'instant, nous avons vu le triangle, son fonctionnement, les positions, les rôles, la définition des rôles, mais que nous ne sommes pas encore réellement dans un jeu. Pour qu'il y ait jeu, il faut qu'il y ait des invitations et que ces invitations soient acceptées, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Je vais quand même prendre un exemple parce que ça me semble important de différencier le fait de jouer un rôle et d'être dans un jeu. Il y a quelqu'un devant moi, il fait tomber ses pièces par terre et je vais les ramasser. Je suis typiquement dans un rôle de sauveur. Il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai rien demandé. » Je lui dis « Excusez-moi. » Je cesse et je repars. Il y a eu un rôle de sauveur, peut-être un rôle de persécuteur dans le ton dont on m'aura répondu, et pour autant il n'y a pas de jeu. Et c'est très important de différencier le fait d'occuper un rôle de sauveur que celui d'occuper un rôle de sauveur dans un triangle de Karpman dans le domaine des jeux. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.